Le Brésil n'est aujourd'hui pas vu comme un pays d'immigration, à l'inverse même plutôt comme un pays d'émigration. Les différents consulats et ambassades brésiliennes à travers le monde recensant plus de 3 millions de Brésiliens en dehors du Brésil. Or, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, comme tout pays des Amériques, le Brésil a été colonisé par une puissance coloniale européenne, en l'occurrence le Portugal. Cette colonisation entraîna l'immigration de colons portugais, mais également une immigration forcée d'esclaves africains. Et plus tard, au XIXe et XXe siècle, le Brésil fit appel à plusieurs millions d'immigrés en provenance d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie, et ce afin de peupler le sud et le sud-est du pays. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher plus précisément sur les colonies et enclaves fondées par les immigrés au Brésil. À travers ces différentes vagues d'immigration, le Brésil vit l'émergence de plusieurs colonies et enclaves d'immigrés, à l'instar d'autres pays d'Amérique comme les États-Unis, le Canada ou encore l'Argentine. Ces enclaves et colonies développèrent une culture particulière, fortement liée au pays d'origine des immigrés tout en s'adaptant à la culture locale. Nous allons donc voir quelles sont ces enclaves et colonies, comment elles se sont développées et quel héritage elles ont laissé sur le Brésil, sa culture et sa population. La colonisation du Brésil commença au tournant du XVIe siècle avec l'arrivée des Portugais qui colonisèrent les zones côtières du nord-est du pays. Avec cette colonisation, arrivèrent les premiers esclaves venus d'Afrique et ce de manière massive. Pendant les 250 premières années de la colonisation portugaise, 70% des immigrés au Brésil étaient des esclaves venus d'Afrique. Ils venaient principalement des régions bordant le golfe de Guinée, ainsi que du bassin du fleuve Congo, et travaillaient surtout dans les plantations de canne à sucre du nord-est et des zones côtières. À partir de la fin du XVIIe siècle, les esclaves africains furent également exploités dans les mines d'or et de diamants récemment découverts dans l'état du Minas Gerais. Les conditions de vie des esclaves étant désastreuses, en particulier dans les exploitations sucrières, certaines résistances de leur part commencèrent à émerger, notamment à travers des révoltes et des fuites. S'il y eut peu de révoltes d'esclaves au Brésil en comparaison à d'autres pays esclavagistes des Amériques, la plus importante étant la révolte de Malé en 1835, de nombreux esclaves africains fuirent leurs terribles conditions de vie dans les plantations et se réfugièrent dans des zones plus isolées, souvent dans des forêts ou des zones montagneuses, et en fuyant, de nombreux esclaves formèrent de petits hameaux et villages appelés mocambo. Ces mocambo étaient parfois regroupés en des communautés plus grandes et organisées, appelées quilombo, et dont les habitants, descendants d'anciens esclaves, étaient appelés quilombolas. Les quilombos se sont principalement formés dans les zones où la population d'esclaves était très dense. Ainsi, c'est principalement dans le nord-est, la région du nord-est du Brésil, que se trouvait la majorité des quilombos, avec en particulier l'état de Bahia, principale porte d'entrée des esclaves africains au Brésil. La plupart des quilombos ne duraient pas 10 ans avant d'être démantelés par les colons portugais, mais d'autres prospérèrent de nombreuses années et l'on estimerait aujourd'hui à 1,13 million le nombre de Brésiliens vivant dans un des 3000 quilombos toujours en activité, bien que tous ne soient pas descendants de quilombos. Ces communautés ont pendant longtemps gardé une culture particulière, préservant des traditions ancestrales de différents peuples africains tout en développant une culture afro-brésilienne singulière. Parmi les quilombos célèbres, on peut notamment citer le quilombo de Palmares, dans le nord-est du pays, qui fut le plus grand de l'histoire du Brésil et qui se développa en royaume tout au long du XVIIe siècle, avant d'être détruit par les Portugais en 1694. On peut également citer le quilombo Calunga, situé dans le nord de l'état du Goiás, près de la ville de Cavalcante, qui est l'un des plus importants quilombos actuels, où vivent les Kalunga, un peuple afro-brésilien dont les ancêtres venaient du bassin du Congo et qui cultivent toujours la culture et le mode de vie de leurs ascendants africains. À partir du début du XVIIIe siècle, l'immigration au Brésil changea peu à peu de visage car les vagues d'immigrés en provenance d'Europe se développèrent fortement. Cette immigration fut d'abord presque exclusivement portugaise. Au milieu du XVIIIe siècle, des familles entières venues de l'archipel des Açores s'installèrent dans le sud du pays, dans les États du Rio Grande do Sul et de Santa Catarina. Ces régions, encore peu peuplées à cette époque, virent apparaître plusieurs villes fondées par ces immigrés açoriens.
On peut les considérer comme les premières colonies d'immigrés au Brésil, hors Quilombo et villes coloniales. Parmi ces villes, il y avait notamment Florianópolis et Porto Alegre, deux des plus grandes villes du pays aujourd'hui. Avec l'indépendance du pays en 1822, l'immigration en provenance d'Europe accéléra, le gouvernement brésilien voulant attirer des immigrés dans les régions fertiles et peu denses du sud du pays, ainsi que dans les régions du sud-est en forte croissance économique. Dans un premier temps, les Portugais sont restés la principale source d'immigrés au Brésil, mais ces derniers n'ont que très peu fondé de colonies, préférant ainsi s'installer dans des zones urbaines des États de São Paulo et Rio de Janeiro. L'origine des immigrés se diversifia tout au long du XIXe siècle. Les Allemands furent la première communauté autre que portugaise à s'installer au Brésil, surtout dans le sud du pays. Les Italiens, arrivés plus tard vers la fin du XIXe siècle, s'installèrent aussi dans le sud du pays, mais également dans les régions caféières des États de São Paulo et du Minas Gerais, où ils furent également rejoints par des immigrés espagnols. Enfin, la dernière principale communauté d'immigrés européens à venir au Brésil furent les Slaves, essentiellement polonais et ukrainiens, qui s'installèrent autour des États du Paraná et du Santa Catarina. D'autres communautés d'immigrés s'installèrent également, mais de façon moindre, comme les Français, Suisses, Autrichiens, Néerlandais ou Baltes. Cette forte vague d'immigration européenne du XIXe siècle et début du XXe siècle produisit de nombreuses colonies d'immigrés, en particulier dans le sud du pays, mais également dans le sud-est. Plusieurs régions se distinguent fortement par leur nombre de colonies d'immigrés européens. Concernant les régions de peuplement allemand, on peut d'abord citer la région formée par le triangle des villes de Joinville, Blumenau et Jaraguá do Sul dans l'état du Santa Catarina. Cette région a été fortement peuplée par les immigrés allemands au XIXe siècle et l'empreinte germanique y est très forte dans certaines villes. La métropole régionale de Blumenau possède un centre-ville pittoresque où l'on trouve de nombreux bâtiments à colombage allemand. Il en va de même dans la ville voisine de Pommerode, où environ 90% des habitants auraient des origines allemandes et où est parlé un dialecte allemand venu de Poméranie. Une autre région à fort peuplement allemand est la Serra Gaúcha, zone montagneuse du Rio Grande do Sul, où se sont installés de nombreux Allemands venus en grande partie de la région du Hunsrück. Les colonies allemandes y sont principalement localisées autour de la route romantique, qui est située au sud-est de la Serra Gaúcha. On y trouve des colonies variées, allant de grandes villes comme Novo Hamburgo à de petites localités comme Nova Petrópolis ou Santa Maria do Herval. La Serra Gaúcha est également un des lieux phares de l'immigration italienne au Brésil. Dès la fin du XIXe siècle, de nombreux immigrants italiens peuplèrent cette région, pour la plupart étant originaires de la région du Veneto, et s'installant autour de la ville de Caxias do Sul, centre de l'immigration italienne de l'État. Ils y introduisirent la culture de la vigne, économie aujourd'hui très importante de la région. Cette immigration du nord de l'Italie s'étend également dans les zones adjacentes du centre de l'État du Rio Grande do Sul et du sud du Santa Catarina, dont les noms de certaines communes et zones comme Valle Veneto ou Nova Veneza sont évocateurs de l'origine vénitienne de ces immigrés. L'autre grande région de peuplement italien est une zone allant du nord du Paraná à l'état de l'Espírito Santo, en passant notamment par les états de São Paulo et du Minas Gerais. L'immigration italienne dans cette zone est fortement liée à l'économie du café. Avec l'abolition de l'esclavage en 1888, les producteurs de café brésiliens ont donc fait appel à des travailleurs immigrés et notamment des Italiens. Ces immigrés venant ainsi souvent grâce à un contrat de travail, beaucoup étaient logés par les compagnies productrices de café. Et il y eut donc bien moins de colonies italiennes dans cette région que dans le sud du pays. On peut cependant en citer certaines comme Quirim dans l'état de São Paulo ou Santa Teresa dans l'état d'Espírito Santo. Les Espagnols ont, tout comme beaucoup d'Italiens, immigré pour travailler dans l'économie caféière. De ce fait, et également car leur culture est plus similaire à la culture brésilienne que celle des autres immigrés non lusophones, ils n'ont peuplé que peu de colonies. Cependant, on peut citer plusieurs villes fondées ou peuplées en majorité par des descendants d'Espagnols,
situés dans le nord de l'État de São Paulo, comme Mirassol, Tanabe ou Nova Granada, nommés en référence à la célèbre ville andalouse. Les immigrations slaves au Brésil ont été en très grande majorité polonaises et ukrainiennes. Elles se sont implantées en grande partie dans l'État du Paraná, avec la zone autour de la ville de Curitiba qui a été le centre de l'immigration polonaise au Brésil, de nombreuses colonies autrefois rurales faisant aujourd'hui partie de l'agglomération de la ville. La ville de São Mateus do Sul est considérée comme la ville la plus polonaise du Paraná. Concernant la communauté ukrainienne, elle s'est implantée plus au centre de l'État, avec notamment la ville de Prudentopolis où 75% de la population est d'origine ukrainienne. D'autres migrants polonais se sont également installés au Rio Grande do Sul, dans la ville de Dom Feliciano, qui est la ville la plus polonaise de tout le pays. Parmi les autres colonies d'immigrés notables, il y a tout d'abord la ville de Treze Tilhas, dans le Santa Catarina, fondée par des immigrés autrichiens venus du Tyrol et qui est le centre majeur de la communauté austro-brésilienne. On peut également citer deux villes de l'État de São Paulo, Olambra qui a été fondée par des immigrés néerlandais, et les villes jumelles d'Americana et Santa Bárbara d'Oeste, fondées par des Américains sudistes sécessionnistes. Les Français n'ont, eux, fondé que très peu de colonies, mais on peut cependant citer la plus notable, celle de Santo Antonio près de la ville de Pelotas dans le Rio Grande do Sul. Si la majorité des immigrés au Brésil au XIXe siècle et au début du XXe siècle venaient d'Europe, il ne s'agissait pas de la seule source d'immigration du pays, car deux grandes vagues d'immigration au Brésil venaient de régions non européennes, l'une étant une migration arabe du Liban et de Syrie, et l'autre étant l'immigration japonaise. Si l'immigration libano-syrienne n'a pas produit de colonies, s'étant installée très majoritairement en ville, certains immigrés japonais ont fondé des colonies, moins cependant que les migrations européennes. Les immigrés japonais travaillaient en grande partie dans l'industrie caféière des États de São Paulo et du Paraná. C'est donc dans ces États que se trouvent ces colonies d'immigrés japonais. Les deux colonies les plus connues sont les villes d'Açaí dans le Paraná et de Bastos dans l'État de São Paulo, aujourd'hui les communes du Brésil avec le plus fort pourcentage de descendants de Japonais. Les migrations internationales ont donc fortement marqué des régions brésiliennes entières. Mais une part importante de ces migrations se sont dirigées vers les villes du pays. Certaines villes ont été fortement impactées par des migrations particulières. Foz do Iguaçu, dans le Paraná, a concentré une grande part de l'immigration libanaise au Brésil, et l'influence de cette communauté est aujourd'hui très visible. La ville de Rio de Janeiro a quant à elle été la principale destination de l'immigration portugaise dans le pays. Enfin, Sorocaba, dans l'état de São Paulo, est le centre de la communauté espagnole du Brésil. Un tiers de la ville sont des hispano-brésiliens. Cette immigration urbaine a engendré des enclaves et quartiers ethniques dans les grandes villes brésiliennes qui peuvent être considérées comme un autre type de colonie, une colonie urbaine. Ces enclaves ethniques ont surtout émergé à São Paulo en raison de la taille de la ville et de la diversité de son immigration. L'enclave ethnique la plus connue de la ville est le quartier de Liberdade. Peuplé par des immigrés japonais au début du XXe siècle, ce quartier est devenu le symbole de l'immigration japonaise au Brésil. L'immigration italienne la plus importante de la ville s'est établie dans de nombreux quartiers, mais les plus emblématiques quartiers italo-brésiliens de São Paulo sont Bexiga et Mooca, dont l'architecture rappelle sensiblement l'architecture italienne. Une dernière enclave ethnique notable de la ville est le quartier de Vila Zerina. Ce quartier a été fondé au début du XXe siècle par des immigrés venus de diverses régions d'Europe de l'Est, avec parmi eux une majorité de Lituaniens. Le quartier est aujourd'hui l'une des plus grandes enclaves lituaniennes hors de Lituanie. Nous avons donc vu que les colonies d'immigrés européens et asiatiques ont surtout émergé dans le sud et le sud-est du Brésil,
là où la majorité de ces immigrés se sont installés. Or, depuis les années 1960, on voit apparaître une diversification du lieu de résidence des descendants de ces immigrés en lien avec le développement du front pionnier au centre et au nord du pays. En effet, de nombreux paysans pauvres, majoritairement d'origine européenne du sud et du sud-est du pays, se sont installés dans ces nouvelles régions pionnières afin d'acquérir des terres plus vastes et moins chères que dans le sud densément peuplé. Parmi eux, les Italo-brésiliens sont les plus nombreux, notamment dans l'état du Mato Grosso. On compte également un nombre important de paysans d'origine allemande, polonaise, espagnole et japonaise. Ces migrants étant principalement d'origine rurale, beaucoup d'entre eux viennent de colonies d'immigrés et amènent donc avec eux la culture singulière de ces colonies. Un bon exemple est la commune d'Espigão d'Oeste dans le Rondônia. Peuplée en majorité de descendants d'Allemands venant de l'Espírito Santo, le poméranien oriental, dialecte du nord-est de l'Allemagne, y est fortement parlé et pourrait y devenir co-officiel avec le portugais. Mais quelles sont donc les influences que ces colonies et enclaves d'immigrés ont sur le Brésil d'aujourd'hui ? Quel héritage ont-elles laissé sur la culture brésilienne ? L'héritage le plus significatif provient des quilombos. Il s'agit de la capoeira. La capoeira a été développée par les quilombolas. Cet art martial d'origine africaine, savant mélange de danse et de combat, a été développé afin de lutter contre les colons et esclavagistes portugais. Le fait de mélanger danse et combat permettait aux esclaves toujours sous le joug des colons de s'entraîner sans éveiller l'attention de ces derniers, pensant qu'ils dansaient. La capoeira est aujourd'hui l'un des symboles les plus importants du Brésil et sa pratique s'exporte dans le monde entier. L'autre héritage le plus significatif est l'architecture. En effet, les colonies d'immigrés au Brésil se distinguent souvent par leur architecture particulière. Dans les États du Sud, les immigrés européens ont principalement construit des petites maisons en bois, des sortes de cabines, et dans les colonies italiennes, ces petites maisons sont souvent colorées, tout comme d'autres bâtiments construits en pierre. Dans les colonies allemandes, on va retrouver plus de maisons à colombage ou faux colombage, ainsi que des bâtiments de type chalet. Mais c'est l'influence sur l'architecture religieuse qui est la plus importante. Campanile vénitien dans les colonies italiennes, cathédrale allemande, église en pierre açorienne ou église en bois ukrainienne constellent les colonies du sud du Brésil. L'influence sur la cuisine est aussi significative. La cuisine du Nord-Est tire principalement ses origines en Afrique, avec des plats comme l'acarajé ou la moqueca. La cuisine du Sud est, elle, influencée par l'Italie et l'Europe centrale. On y mange de la charcuterie allemande, des pâtes italiennes et des desserts allemands ou polonais. Les Libanais et Syriens ont, eux, amené les kibés dans la cuisine de São Paulo. Mais l'influence européenne la plus marquante hors portugaise est italienne. Les Italiens ont en effet amené la pizza et les pâtes, mais également la culture du vin dans le sud du pays, dont certains paysages sont parsemés de vignes comme dans la Serra Gaúcha. Ce sont aussi des Italiens qui ont créé le catupiry, fromage crémeux typique du Minas Gerais. L'héritage qu'ont laissé ces colonies se remarque également à travers les langues. Parmi les langues minoritaires, on peut citer le cafundo, langue afro-brésilienne mélange de portugais et de langues africaines, parlée dans un quilombo de l'état de São Paulo. On peut notamment citer les langues amenées par les immigrés européens. On a notamment le talien, un dialecte vénitien parlé dans le sud du pays, mais également 2 dialectes allemands. Le poméranien oriental, parlé dans différentes régions du pays, et le Rio Grandesa Hunsrüki, qui comme son nom l'indique, est parlé dans le Rio Grande do Sul. Ce dialecte est d'ailleurs très proche et mutuellement intelligible avec le platt, dialecte germanique parlé en Moselle. L'héritage sur les religions est également fort, avec par exemple le candomblé, religion afro-brésilienne assez similaire au vaudou,
pratiquée par plusieurs millions de Brésiliens, notamment dans les quilombos. L'immigration allemande a également apporté le protestantisme luthérien au Brésil, majoritaire actuellement dans plusieurs communes du Sud. De manière générale, on peut en conclure que l'influence des enclaves et colonies d'immigrés se ressent sur la représentation collective de certaines régions du pays. Les quilombos ont fortement influencé la représentation collective du Nord-Est, généralement associée aux cultures afro-brésiliennes. Le sud du pays est, lui, associé aux colonies européennes, tandis que le sud-est est vu comme une région au carrefour des immigrations européennes, moyen-orientales et asiatiques. On peut donc dire que les enclaves et colonies d'immigrés ont participé à la diversité culturelle du Brésil, principale richesse du pays. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager. A plus pour une nouvelle vidéo.